Et bah, bienvenue à tous. Aujourd'hui, j'accueille un nouvel invité. Bonjour Mansour. Donc, en quelques mots, je te laisse te présenter. Hello à tous, alors moi c'est Mansour, j'ai 30 ans, je vis sur Stockholm là depuis 2 ans. Donc moi je suis développeur web pratiquement depuis 4 ans, 4 5 ans. Donc développeur web, je fais quelques petits projets à côté. Et voilà, j'ai quitté la France il y a 2 ans pour m'installer ici en Suède où on va dire je suis bien pour le moment quoi. Ok, top. Et est-ce que tu pourrais rapidement aussi raconter ton parcours? Alors moi c'est simple, enfin de base je viens du 77 à Melun en France, tu vois. Donc j'ai grandi à Melun. J'ai eu mon bac là-bas, enfin j'ai fait toute ma scolarité, j'arrive, enfin juste après mon bac, j'ai essayé de partir à l'université. Enfin, j'étais pas un gros bosseur donc j'ai vite lâché. Après ça, après l'université, je commençais à travailler, petit boulot par-ci par-là. J'ai quitté après Melun pour aller dans le sud, à Montpellier, avec ma femme. Donc je suis passé, je crois, 2 ans, 3 ans à Montpellier. Et c'est à Montpellier que j'ai commencé à m'intéresser au web, parce que c'est un truc, on va dire, qui trottait dans ma tête depuis un long moment. J'ai pu me former, j'ai trouvé un centre de formation. Pôle emploi m'a aidé à financer tout ça. Donc je me suis formé. Et en fait, j'ai fait une formation en 9 mois. Et après ça, j'ai fait une alternance sur un an. Dès que j'ai fini, en fait, moi, mon premier poste, c'était directement en Suède. J'ai jamais bossé en France en tant que dev. J'ai juste fait mon alternance. Et à la fin de ça, je me suis dit, je vais essayer de postuler à l'étranger. J'ai postulé en Suède. Sur un mois, j'ai fait des entretiens. C'est passé et j'ai quitté le pays directement par la suite, quoi, avec la famille, mes enfants, tout ça. Top. Et comment tu as senti cette reconversion, en fait, on va dire, de développeur? C'est quoi est-ce que t'es... Ouais, c'est quoi de passer à l'usine et directement... Bon, en fait, moi, comme je t'ai dit, j'ai arrêté l'école depuis, on va dire, mes 17 18 ans. Quand je finis, enfin, quand tu as le bac, je pense que c'est ces eaux-là, 17 18 ans. Donc, on va dire que j'ai plus cette notion-là d'apprendre des choses. Moi, je suis plus dans des métiers où enfin, je fais des tâches répétitives. Donc, voilà, j'appréhende, j'ai super peur. Je me dis que je vais retourner en formation. Dans ma tête, je vais retourner un peu à l'école, on va dire. Mais c'est pas l'école, quoi. Mais je me dis, je dois apprendre des choses. Mon cerveau, il doit voilà, apprendre des choses, les retenir, tout ça. Et c'est un truc que j'ai quitté, ça fait super longtemps. Donc en gros, moi quand je suis à l'usine et que je prépare, on va dire, cette reconversion, je tombe sur Open Classroom, je commence à me former moi-même de mon côté, parce que on va dire, j'ai cette peur en fait d'arriver en formation et d'être largué, que tout le monde, enfin, on va dire, l'IT c'est un monde où souvent ce sont des gens on va dire passionnés qui aiment ça depuis qu'ils sont petits, donc la plupart on va dire c'est des cracks. Moi je voyais ça comme ça, donc je me suis dit, l'objectif, c'est que ça soit familier, quoi. Je passe 4 heures, 5 heures dessus chaque jour. Et ce que j'ai fait en gros pendant 3 mois, tous les jours, j'étais à fond sur Open Classroom. Et après, arrivé en formation, en vrai, j'ai vu que voilà, il fallait que je fasse ça pour être tranquille, quoi. Puisque tu vois, en fait, les gens qui arrivaient, qui arrivaient et qui se disaient je vais tout apprendre sur place, c'est super dur. Faut arriver prêt, en fait. Ok. Euh, et en fait, quelle est ta vision maintenant de concernant l'accessibilité par rapport au développement, au code? Je sais que tu as interviewé plein de gens de plein de milieux différents qui se sont reconvertis. Qu'est-ce que, quel message tu donnerais à une personne qui souhaite changer de voie et qui s'intéresse peut-être au code mais qui dit que c'est pas pour lui? Quels seraient tes conseils à lui donner? En fait, déjà, moi, j'aime bien donner mon exemple dans le sens où j'ai pas de diplôme de fou. J'ai juste un bac STG, STMG maintenant ça s'appelle. Donc j'ai juste ça, moi, comme diplôme. J'ai arrêté l'école à 17 ans, 18 ans. Donc voilà, tout ce qui est école, c'est pas. Enfin, je vais jamais dire à quelqu'un que je suis un crack à l'école. Et on va dire, enfin, tout le monde peut se retrouver dans ça, quoi. Voilà, il n'y a pas besoin d'être hyper diplômé, être hyper talentueux, avoir des grosses compétences en mathématiques, comme on aime bien répéter. Parce qu'on va dire, ça, c'est un truc qui m'a un peu bloqué quand j'étais au lycée, collège, tout ça. On m'a toujours dit, ouais, si tu veux travailler dans l'informatique, il faut être super bon en maths. Et moi, je suis pas bon en maths. Donc, c'est un truc qui est sorti de ma tête depuis longtemps. Et en fait, en allant sur Open Classroom, en faisant un peu de. Enfin, en touchant un peu enfin, c'est que du HTML, CSS quand j'ai commencé, mais voilà, je me suis dit, là, pour ces étapes-là, faut pas quelque chose de fou.
quand j'arrive sur JavaScript, on va dire c'était plus de la logique, c'était pas vraiment ouais, faut être fort en maths, il n'y a pas de formule et tout à apprendre quoi, c'est juste de la logique quoi. Et le conseil que j'ai à donner, ce serait vraiment de prendre son temps, voir déjà si ça nous plaît, parce que souvent on voit tout le monde veut faire de l'IT et tout ça, mais c'est pas à la longue. C'est voilà, traiter des bugs. Si t'aimes pas ça et que tu restes 2 jours sur un bug, tu peux vite craquer. Donc juste prendre son temps, voir si ça nous plaît, essayer d'aller sur des petits sites, faire des mini-projets, des petits trucs, voir si on aime bien. Et vraiment, niveau accessibilité, je dirais que c'est accessible à tout le monde. Moi, j'étais en formation avec des personnes qui sortaient de CAP pâtisserie, des personnes qui avaient des diplômés. Mais il y avait plein de personnes qui n'avaient pas de diplôme, et franchement, c'est pas quelque chose qui est rébutoire, quoi. J'entends. Et est-ce que... alors, tu as parlé d'être rigoureux, de caler 4-5 heures dans la journée, où tu t'es... comment dire, tu t'as focalisé tes efforts pour pouvoir monter en compétences. Euh, comment dire, tu dirais que les qualités pour pouvoir voilà, monter en compétences, ce seraient lesquelles? Tu as parlé voilà, de la patience. Tu as parlé aussi un peu euh, de l'autodidacte, faire des petits projets. Moi, je sais que, par exemple, moi, mon frère, là, il est en reconversion. Il n'a pas trop cet instinct de voilà, apprendre les choses de par soi-même, faire des recherches YouTube, des recherches YouTube, Google, qui lui permet de commencer des projets. Je sais qu'il overthink beaucoup. Et ce pattern-là, je l'ai vu plein de fois. À Epitech, à la piscine, les gens qui sont là, qui galèrent, qui se cognent la tête contre le mur. Euh, En vrai, ouais, quelle qualité il faudrait avoir en tant que développeur, tu penses? Bon, en fait, moi, déjà, je dirais, il faut être curieux, dans le sens où tu vois quelque chose, faut voir, enfin, tu découvres, on va dire, un nouveau concept, ou je sais pas, un nouveau terme, ou quelque chose de nouveau, essaie d'aller voir ce que c'est. Tu vois, pour moi, il faut être curieux. Et on va dire, j'ai un bel exemple, puisque ma femme, elle est en reconversion aussi actuellement, pareil, du dev, tout ça. Et je le vois que elle pense qu'il faut tout connaître par cœur. Et c'est pas un métier où tu dois tout connaître par cœur. C'est que tu as répété des choses. Ces choses que tu as répétées, ça sera un automatisme pour toi. Mais les premières fois, par exemple, elle me pose une question, je sais pas, sur n'importe quoi. Bah, mon premier réflexe à moi, je vais chercher sur Google. Je lui dis, moi, je connais pas tout par cœur. Donc voilà, c'est une des qualités, c'est apprendre, on va dire, apprendre à chercher. Tu as un problème, essayer tu vois, de voir par quel chemin tu peux passer pour le résoudre. Mais vraiment être curieux, être patient, parce que tu vas pas le trouver directement. Tu peux passer, je sais pas, 4 heures en train de chercher. Et voilà, ça aussi, c'est un truc qu'il faut aimer, chercher, parce que c'est une des bases du truc. C'est que tu vas tout le temps chercher. Soit chercher un bug, soit chercher comment implémenter quelque chose de nouveau. Donc vraiment curiosité, patience, et aussi voilà, être rigoureux dans le sens où il faut essayer, on va dire, chaque semaine de faire un peu de veille, voir un peu les évolutions, voir un peu, se maintenir aussi sur les bases, parce qu'on parle souvent de se maintenir à jour avec les évolutions, mais il ne faut pas aussi oublier les bases, quoi. C'est ce qui fait, on va dire, c'est ce qui fait un bon dev. C'est pas laisser tomber les bases et se dire, voilà, que les nouveautés, ah ça c'est sorti il y a 2 mois, faut que je sois dessus, mais non, faut pas oublier ta base, quoi. Ok, et tu donnerais tout quoi comme conseil à quelqu'un qui est pas du tout là-dedans, parce que comme tu l'as dit, il faut être discipliné. Enfin, est-ce que tu aurais un conseil à donner concernant la discipline, ou c'est juste faut se faire violence ou... Moi, je dirais, ouais, faut se faire violence parce que de base, moi, quand je travaille à l'usine, tout ça, j'ai pas de discipline en particulier. Avant de faire la formation, j'étais au chômage. Donc, c'est-à-dire que je faisais rien de mes journées, j'allais juste au sport. Et j'avais pas de discipline de base. Et je me suis dit, si j'ai envie de réussir dedans, ou si j'ai envie voilà, d'atteindre cet objectif-là, de devenir développeur ou autre. De toute façon, tout objectif, tu es obligé d'être rigoureux dans ce que tu fais. Donc c'est comme ça que je me suis dit, tous les jours, au lieu de rien faire, juste d'aller à la salle, je vais me caler, je sais pas, de 9 heures à 14 heures. Je suis que sur les cours, et après, j'ai ma journée, je fais ce que je veux, quoi. Donc vraiment essayer de se caler un petit truc, pas obligé de faire des longues heures, on peut se faire juste 1 heure et tout.
Mais voilà, si tu as un objectif, tu es obligé de te mettre, voilà, d'être rigoureux dedans, régulier, et te fixer des petits plans, quoi. Ok. Et donc aujourd'hui, ça fait... Alors du coup, rappelle-moi, ça fait combien de temps que tu as commencé le code? 2 ans, 3 ans? Non, ça fait depuis 2018, là, Ah ouais, ça fait 4 ans, ah ouais, ouais. 4 ans, 4 5 ans, à peu près. Ok, ouais. Et donc, qu'est-ce qui te plaît là-dedans? Bon, on va dire déjà, enfin, quand j'étais pas dedans, quand je voyais les développeurs, tout ça, développeuses, c'était vraiment de créer de la valeur, on va dire, avec ton PC, quoi. Tu prends ton PC, tu peux monter un projet, si tu veux, toi seul, de A à Z, et de voir, je sais pas, plein de gens l'utiliser, des gens du monde entier, tu vois, le partager, tout ça, je trouve ça fou, quoi. Enfin, j'ai beaucoup aimé ce truc-là, c'est que tu vois, enfin, j'ai l'impression en fait des fois de jouer au Lego, tu vois, c'est brique par brique, je construis mon truc, de base, par exemple quand je suis sur mes projets, je sais même pas comment je vais faire pour implémenter tous ces trucs-là. Et en fait, au fur et à mesure, c'est vraiment comme des Lego. Je vais chercher là, bam, je mets cette brique. Ah là, je suis bloqué un jour, 2 jours. Ah, bah, je suis débloqué. C'est vraiment, enfin, c'est mon kiff, quoi. C'est vraiment avancer comme ça et je trouve ça fou, moi, de pouvoir créer de la valeur en partant de rien et partager ça avec le monde entier, quoi. Ok. Et donc, du coup, là, tu as un job à côté et tu fais des projets perso. Comment tu structures ton quotidien pour pouvoir te permettre d'avoir de l'espace pour te focus aussi sur tes objectifs perso? Bah déjà, on va dire côté perso, enfin, j'ai mes projets perso, j'ai une vie de famille, donc j'ai 2 enfants, je suis marié. À côté, je fais du jiu-jitsu brésilien, donc ça fait 10 ans que je fais ça, donc pareil, il faut s'entraîner. Donc on va dire pour caler, on va dire tout ça sur une journée, je vais me lever super tôt, donc 5h30 en général, je suis déjà debout. Je me lève, bah je commence à bosser, enfin je fais ma toilette, tous ces trucs-là. Et le premier truc, ouais, le gros truc que je fais, ouais, c'est je commence à bosser sur mes projets perso jusqu'à peu près 7h. C'est l'heure où les enfants se réveillent. Une fois qu'ils sont réveillés, c'est fini, ça sert plus à rien de bosser. Tu fermes le PC, tu prépares le petit déjeuner, tous ces trucs-là. Donc à 8h, eux, ils commencent l'école. Moi, on va dire, je commence mon travail en général vers 9h20, j'ai mon daily. Donc de 8h à 9h20, soit, enfin, si j'ai pas fini mes petits trucs que j'ai à faire sur mes projets, bah, je prends 30 minutes pour les finir. Et après, à partir de 9h, bah, j'ouvre le PC du taf. Ou sinon, bah, je commence plutôt le taf vers 8h30, 8h40. Je commence à bosser tranquillement. Je finis en général, enfin, je coupe mon ordinateur du travail en général vers 16h40, 16h45, parce qu'après, bah, à 16h45, je vais chercher les enfants, quoi. Donc, on va dire j'ai fini ma journée. Dès que tu finis, il y a le temps de famille, donc il faut rester avec les enfants, voir ce qu'ils ont fait dans la journée, tous ces trucs-là. Et après, une journée, par exemple, comme aujourd'hui, bah, j'ai entraînement à 19h. Donc, ouais, 19h, j'ai entraînement jiu-jitsu brésilien. Donc, on va dire, ouais, la journée, elle commence à 5h30, elle finit, je me couche à peu près vers 22h30. Donc vraiment c'est on va dire full speed toute la journée. Voilà, enfin, c'est ce qu'on aime, quoi. Je vois. Et le rythme de... Parce que avant, c'était compliqué pour moi de me lever à 5 heures, mais bon, j'ai eu une certaine expérience en Suède avant, et c'est plus simple, parce que le soleil, il se lève tôt. Est-ce que toi, c'est aussi à cause de ça, ou t'avais réussi à avoir aussi cette discipline en France ou pas? Ou, Non, ou t'as pas eu l'occasion, en fait? non, non, en France, j'avais pas ce rythme-là. J'avais pas, on va dire, de gros projets perso. C'était des petits trucs que tu fais, bah, le soir, je me cale là. Donc non, en France, j'avais pas ce rythme-là. C'est vraiment en arrivant en Suède, mais c'est pas le soleil, moi, c'est plus les enfants. En fait, les enfants, ils te réveillent à des 6 heures, ils te réveillent, tu vois, ma fille, là, elle a que 2 ans. C'est-à-dire, on va dire, toute l'année dernière, elle se levait, voilà, aléatoirement, des fois 6 heures, des fois 5 heures, elle est déjà debout. Et aussi, en fait, je me suis dit, si je me couche tard la veille, le matin, elle va me tuer. À ce rythme-là, faut voilà, que je prenne mes dispositions. Donc je me suis dit, parce que moi avant, on va dire, je bossais le soir dans le canapé, tout ça. Et voilà, c'est pas confort parce que même, bah, tu bosses, ma femme, on va dire, on est posé, on regarde la télé, moi j'ai mon PC. Tu loupes un peu de moments, on va dire, en famille. Et le seul moment que j'ai vu, on va dire, dans le calendrier où je peux être vraiment tranquille, c'est 5h30. C'est 5h. Alors, quand tout le monde, je sais qu'à cette heure-ci, tout le monde dort et que je vais être tranquille. Donc c'est comme ça que je me suis mis petit à petit à ce rythme-là. Et même maintenant, bah,
j'ai plus besoin de réveil, on va dire. Je dors 5h30, le soleil, moi, il me réveille parce que voilà, j'ai pas les full volets comme en France, il y a le soleil qui passe. Et en ce moment, bah, le soleil se lève super tôt, je Ouais, crois, à 4h, 3h30, il est déjà debout. ouais. Donc voilà, je suis levé de bonne heure maintenant. Ok. Et bon, du coup, on passe complètement à autre chose. Donc, du coup, tu m'as dit que tu faisais des projets perso. euh, et que, bah, en fait, moi, je sais parce que je te suis déjà depuis que tu as commencé ton aventure en Suède, puisque c'était à peu près à la même période que j'étais en séjour Erasmus en Suède aussi. Et j'ai remarqué que, du coup, tu interagissais beaucoup avec ta communauté, que tu partageais beaucoup ce que tu faisais de manière perso. Euh, donc j'ai plusieurs questions. Déjà, comment du coup tu as réussi à créer cette communauté? Et aussi, euh, est-ce que tu as aussi des side projects où t'en parles pas et tu veux juste en parler une fois que c'est fini? Où tu fais en sorte toujours itérer avec ton audience pour pouvoir l'améliorer au fur et à mesure. Ok, mais déjà, enfin, la première chose, ma communauté, on va dire, moi quand je suis arrivé sur les réseaux sociaux, j'étais en formation en fait, 2019, je voyais beaucoup de devs en fait sur les réseaux et on va dire, j'arrivais pas à m'identifier vraiment à un développeur en particulier et je me suis dit, je vois énormément de personnes en reconversion professionnelle, je vois énormément de profils comme moi. Et ça peut être sympa si je peux documenter. Donc moi, en fait, de base, quand je crée mon Twitter, mon LinkedIn, c'est vraiment essayer de documenter mon avancée. Donc ouais, là, je pars de zéro, je fais ci, j'apprends ça. C'est vraiment documenter. Et en fait, au fur et à mesure, bah, on va dire, les gens, peut-être ils s'identifiaient à moi ou ils aimaient bien le parcours. Et de là, enfin, ça a commencé, on va dire, un peu à prendre. Les gens me suivent, ils te demandent des conseils parce qu'on est dans le même cas, on a vécu un peu les mêmes choses. Ou des gens qui commencent et enfin, tu es déjà passé par cette route-là. Donc voilà, ils vont venir te poser des questions naturellement. Et voilà, c'est comme ça en fait depuis que je partage. Ok. On va dire la communauté elle s'est créée plus comme ça. Après YouTube, moi j'ai commencé YouTube quand je déménageais en Suède. Donc pareil, c'était. Moi en fait, tous ces trucs que j'ai créés, c'est vraiment pour documenter. Là, YouTube, c'était pour montrer enfin, comment je quittais la France. Donc je crois ma première vidéo YouTube, c'est. Je parle. Enfin, je pense que. Je crois que c'est le déménagement, genre. Voilà, je crois que c'était le déménagement où je montrais un peu les étapes, comment je m'y prends, tous ces trucs-là. Et en fait, en faisant ça, on va dire de manière un peu naturelle, et c'est aussi pour m'entraîner aussi à parler face caméra, parce que c'est un truc que enfin, je sais pas. Et là, on va dire, en faisant ça de manière un peu naturelle, il y a plein de gens qui sont reconnus ou qui ont bien aimé le parcours, enfin, ce que je partage. Et de fil en aiguille, on en arrive là à peu près, je crois, 19 000 followers maintenant sur Twitter. Et sur LinkedIn, pareil, je partage tous les jours ce que je fais. Et pour revenir au projet perso, j'ai pas de projet perso que, on va dire, vraiment caché. Je partage tout dans le sens où, enfin, je me dis si je bosse sur un projet où je me dis, ah, peut-être c'est l'idée du truc, je vais faire des sous avec ça. Je bosse dessus, je sais pas, un mois, 2 mois en caché, et que je le sors d'un coup et que personne n'en veut. On va dire, c'est C'est pas que ça va frustrant. faire mal, mais voilà, c'est frustrant. Alors que en partageant, les gens ils voient sur quoi tu bosses, ils te posent des questions, ils t'aident à améliorer aussi. Tu as des gens qui te font des feedbacks. Et voilà, moi je préfère bosser de cette manière-là. Partager, building public comme on dit, donc partager vraiment mes avancées au quotidien et voir en vrai, des fois, enfin, tu peux voir un peu d'engouement sur le projet, ces petits trucs-là assez rapidement. Ok. Euh, et donc, euh, concernant tes projets perso, est-ce que tu as essayé déjà d'intégrer de l'IA? Tu sais, il y a des modèles d'IA hyper accessibles que tu peux tourner déjà dans ta machine. Et là, il y a quoi, une semaine, 10 jours, Apple aussi, ils ont lancé un LLM que tu peux aussi lancer sur un iPhone, je crois, si j'ai bien compris. Est-ce que tu as commencé à regarder ça ou tu as déjà implémenté quelque chose comme ça en utilisant des API ou pas encore? J'ai déjà utilisé, enfin, quand OpenAI il venait d'arriver, ils avaient laissé leur API ouvert, tout ça. J'ai déjà fait un petit outil avec. C'était un simulateur d'entretien. Mais enfin, maintenant, on va dire, c'est pas que j'intègre pas ou j'y touche pas, mais on va dire c'est un secteur
assez concurrentiel, tu vois, c'est tous ces trucs avec l'IA. Il y a énormément de gens dedans et enfin, je trouve qu'à petite échelle, c'est assez compliqué de faire un bon truc. Parce que tu as des gens t'as des gens avec on va dire, un peu plus de moyens qui vont faire un outil. Voilà, l'outil vraiment à ton niveau en solo, c'est assez compliqué à faire. Mais ouais, intégrer l'IA sur des petites parties de mes projets, ça c'est des trucs ouais, que je fais. Mais vraiment un projet full IA, je sais pas, enfin je pense que c'est pas un truc que je ferais. On va dire j'aime bien rester dans du classique, dans les trucs Le classiques software. quoi. Voilà, du classique sans forcément un truc catchy avec de l'IA partout, mais tu vois, des petites sections où je sais pas, l'IA va t'aider à écrire, je sais pas, peut-être un truc pour ton CV, des petits trucs comme ça, ouais. Ok. Et est-ce que tu l'utilises aussi pour développer tes projets l'IA? Par exemple, GitHub, enfin OpenPilot, Ouais. ce genre de choses. Copilote, ouais, copilote qui m'aide beaucoup. Ouais. En fait, je n'utilisais pas trop ça. Et il y a 2 mois, en fait, j'ai vu, bon, il y avait la période d'essai, donc je me suis dit, je vais essayer. Et franchement, ça complète super bien ce que je vais faire. Et c'est un truc, voilà, je peux plus m'en passer de copilote maintenant. Parce que des fois, même des fonctions bateau, en fait, ça va te l'écrire ou te le proposer directement et tu gagnes du temps. Après, j'aime bien utiliser ChatGPT 4 pour faire, je sais pas créer du contenu, parce que ouais, j'aime pas créer du contenu avec ça, mais par exemple lui poser des questions où je sais pas, j'ai un bug sur mon code, lui poser la question, ceci, cela. Ou récemment, j'ai commencé à apprendre Swift. Donc, la première fois en fait que je vois Swift, c'était avec du React Native parce que je devais faire un widget. Hmm. Et j'ai jamais vu Swift comment ça marchait. Donc pareil, je suis allé avec ChatGPT, je lui explique un peu ce que je vais faire, il m'aide. Mais vraiment, moi, j'ai jamais utilisé l'IA dans le but de m'aider, pas de me créer quelque chose, mais vraiment de m'aider, Ok. m'épauler. Ouais. C'est la même chose. Euh, Moi, pour les papiers de deep learning, surtout, où c'est pompeux, où tu as plein d'informations et tu as plein de vocabulaire qui tu connais pas, il y a plein de. Enfin, il y en a il y a un truc qui s'appelle le Explain Paper qui utilise des LLM pour pouvoir justement simplifier. Parce que souvent, les papiers de deep learning, ouais, c'est trop technique Mm. et vraiment ça aide. En fait, vraiment, je vois aussi l'IA, pas que, comment dire, pas forcément quelqu'un qui va produire pour toi, mais qui va t'aider aussi dans ton apprentissage. C'est ça. Et c'est cool. Mais c'est vrai que ouais, j'ai pas encore mis en place des process pour l'utiliser, que ce soit pour créer des choses ou pour m'aider à part pour les papiers d'IA. Euh, Concernant. Alors, j'ai vu là récemment, tu avais publié un produit là sur Product Hunt. Je l'ai vu passer, mais je l'avais pas utilisé. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Alors, le dernier truc que j'ai lancé sur Product Hunt, c'était React Careers. Donc, en gros, c'est un reverse job board. Reverse job board, c'est quoi? C'est que les développeuses s'inscrivent sur le site. Et toi, en fait, tu essaies d'inciter les entreprises, les recruteurs, tout ça, venir sur le site pour contacter les profils dont ils ont besoin. Bon, je l'ai lancé, ouais, c'est quoi, 2 semaines, 3 semaines. J'ai eu des bons retours dessus. J'ai plus d'une centaine de développeurs, de devs inscrits sur la plateforme. Mais là, le côté le plus dur, c'est maintenant c'est de convaincre des entreprises de passer, d'utiliser un process comme ça pour recruter. Parce que, en vrai, je me dis, une entreprise, dès qu'elle a posté une annonce, voilà, une offre d'emploi, elle aura énormément de personnes qui vont postuler, il faut tout traiter. Alors que si t'es, je me dis, je suis une entreprise, je préférais avoir un board où voilà, il y a des profils, j'en sélectionne 4 5 je vois voilà, quel techno il a, je vois un peu ses skills et tout. Je le contacte directement au lieu de me recevoir une centaine, même 200, 300 CV que tu vas même pas lire, tu vas vite zapper. Donc voilà, maintenant on va dire le plus gros truc à faire, ce serait d'avoir des entreprises qui acceptent on va dire, de coopérer, Ouais. de venir chercher des profils quoi. Donc voilà, pour l'instant on va dire c'est ma tâche, j'essaie de contacter sur LinkedIn les recruteurs, envoyer des mails et tout. C'est un truc on va dire qui prend du temps.
on va pas lâcher, on va voir ce que ça donnera, quoi. Bah, moi, j'ai commencé à me faire une pool de, de plateformes. En fait, il y en a plein de plateformes de recrutement en Suède. Encore, c'était hier? Ouais, c'était hier. Parce que là, je suis dans un incubateur de start-up, donc je suis un programme pendant 2 mois, ça va finir fin mai. Et, et moi, mon projet il commence à parler en fait dans la boîte. Donc moi, mon projet, c'est de simplifier le boulot des recruteurs IT pour pouvoir recruter des gens. Parce que moi, j'ai remarqué quand même que les IT recruteurs, c'est bien souvent du keyword matching, c'est-à-dire que si tu n'as pas les compétences, et bah c'est ciao. Alors qu'en vrai, tu as plein de langages de programmation qui se ressemblent. C Sharp et C++, ça se ressemble beaucoup, j'ai utilisé les deux. Et je pense que cette data-là, on en manque. Et aussi, côté euh, chercheur d'emploi, je trouve que en fait, le problème des recruteurs, c'est qu'ils te disent tout le temps, ouais, faites votre CV le plus simple possible. Mais le problème, quand tu synthétises trop, tu perds de la data. Et en fait, il suffit d'une information que tu as loupé à mettre dans ton CV, parce que forcément, ton CV, tu le customes à chaque fois que tu postules à quelque chose. Si tu veux increase enfin, augmenter tes chances d'être pris. Mais ouais, c'est pas évident. Donc, je commence à avoir une certaine pool de clients, des gens que j'ai contactés directement, des CEO, des machins, qui m'ont dit qu'ils étaient chauds. Donc, en vrai, je pourrais te partager aussi si ça peut t'aider en Suède. En Suède, je sais pas trop, ils sont très. J'ai l'impression en Suède, c'est un petit pays, et les technos, j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes. C'est soit du système embedded, donc du C++, soit du C Sharp, soit du Java. Le reste. Et après, en cloud, il y a peut-être du AWS et du Azure, mais le reste, c'est beaucoup moins diversifié en France, j'ai l'impression, qu'en France. Et je sais pas, c'est quoi ton ressenti là-dessus? Bon, on va dire, moi, j'ai plus regardé du front-end quand j'arrivais. Donc, je vois toujours React tourner ici ou Angular. Je vois que les deux, moi, du côté front. Et après, c'est plus, on va dire, le marché que je connais. Et ouais, c'est vrai que c'est un marché un peu particulier, la Suède. C'est plus petit. Je sais pas comment, je sais pas comment vraiment ils s'y prennent, mais sur le coup, moi, quand j'ai postulé, le premier job que j'ai eu ici, j'ai postulé depuis la France. J'ai eu quand même pas mal d'entretiens. Je sais pas s'ils aiment bien les profils qui viennent d'ailleurs, mais j'ai eu quand même beaucoup d'entretiens. Et l'entreprise en fait qui m'a prise, elle cherchait pas forcément, c'était juste une candidature spontanée que j'ai faite. Et pareil, c'est sur du React. Donc, niveau front, je vois beaucoup React Angular ici. Ok. Avant de terminer le podcast, encore une dernière question. Euh, donc, comme tu as dit, donc quand est-ce que tu as commencé à postuler en Suède pour une permanent position, un CDI, quoi? Alors moi, c'était fin de mon alternance, il me semble que c'était en 2021. Il me semble que je finissais mon alternance octobre. En octobre 2021, je finissais l'alternance. Et ouais. Dire comment ça s'est fait, c'est que moi j'étais en formation en alternance. Et quoi, un peu avant l'été, avec ma femme, on discutait partir peut-être vivre à l'étranger un jour ou ces trucs-là. Et je savais que je faisais un métier dans l'IT où voilà, tu peux vraiment partir à l'étranger un peu plus facilement, on va dire. Et j'avais deux choix en fait qui se présentaient. C'était soit essayer de négocier dans la boîte où j'étais en alternance, qui me garde, faire mes armes dedans et partir plus tard. Ou soit tenter voilà, partir à l'aventure. Donc moi, on va dire, en premier, je préférais la sécurité de partir avec de l'expérience, pas partir juste comme ça avec mon alternance. Et le truc qui s'est passé, c'est que l'entreprise où j'étais en alternance, ils m'ont dit, on va pas te garder. Donc voilà, moi, on va dire, c'était un peu plus clair. Je me suis dit, on va pas me garder là. Je vais pas m'engager dans une autre entreprise alors que moi, j'ai pour but de partir un jour à l'étranger, dans un an, maximum 2 ans à l'étranger. Donc pourquoi pas tenter de postuler, et juste m'entraîner quoi. Donc, cette année-là, pareil, j'étais aussi en formation anglais pour améliorer mon niveau. Et je me suis dit, je vais juste m'entraîner. Je vais postuler en Suède parce que c'est le pays qu'on avait choisi. On est parti en été là-bas avec les enfants. Vraiment, on avait vraiment bien aimé. Et en fait, le choix s'est fait parce que pour moi, c'est une bonne place pour les enfants ici. Donc voilà, petite parenthèse.
Et voilà, donc je décide de postuler pour m'entraîner, juste pas, j'ai pas vraiment d'objectif, ouais, je vais partir là maintenant. Donc je postule, premier entretien, je postule pour un poste de senior front-end. Bon, je suis pas senior, j'ai pas d'expérience, tout ça, mais je me dis, je postule, c'est pas grave, je m'en fous. Et le type, il me répond, il me dit, oh, entretien. Je me suis dit, Top. wow. Je me suis dit, oh, comment je vais faire? Senior, tout ça. En plus, c'est mon premier entretien en anglais, donc déjà, je suis pas hyper confiant. Je dis, allez, j'y vais. Et j'y vais. On va dire, ça se passe quand même plutôt bien. Il me pose des questions, tout ça. Bon, après, à la fin, il me dit, non, mais enfin, t'es trop junior, mais en gros, il avait bien aimé mon portfolio. En gros, c'était une entreprise qui était dans les films. Et moi, j'avais un portfolio en mode Netflix avec tous mes projets, tout ça. Donc, il avait bien aimé. Et en fait, cet entretien, on va dire, ça m'a débloqué dans le sens où bah, j'ai réussi, on va dire, à attraper une personne qui était à l'étranger pour faire un entretien. Donc derrière, moi, j'ai enchaîné, j'ai envoyé des candidatures, j'ai enchaîné les entretiens. Enfin, ça se passait de mieux en mieux jusqu'à bah, la boîte qui m'a recruté après. On fait l'entretien, test technique derrière. Euh, Ça allait super vite, test technique derrière. Quelques jours plus tard, entretien avec le CTO et le lead front. Les deux, ils valident, ils me disent bah c'est bon. Là, tu es en France, prends ton temps pour venir. Donc là, on était au mois d'octobre. Hein. L'alternance est finissait le fin octobre. J'ai signé mon contrat pour commencer le 1er novembre dans cette entreprise-là. Et après, ils m'ont laissé du temps pour revenir en Suède. Donc je crois que j'ai dû mettre 3 mois avant de déménager. Donc enfin, ma femme, elle devait accoucher en décembre. Donc, et tous ces trucs-là à prendre en compte. Donc voilà, dès novembre, c'était vraiment la voilà, grande préparation, de courir de gauche à droite. Et c'est comme ça que ça s'est fait, quoi. C'était vraiment un truc, on va dire, pas planifié, qui s'est transformé en opportunité. Qui m'a permis de partir à l'étranger, quoi. Top. Et ouais, le keyword aussi important, c'était l'anglais, je pense, je suppose. Yes, super important. Bah, je me suis dit, si je suis dev, le truc qu'il me faut, c'est l'anglais. Si bah, j'ai pas l'anglais, je peux pas bouger à l'étranger, je vais rester en France. Et on va dire, c'était pas un truc enfin, que je voulais pas rester en fait tout le temps en France. J'avais envie d'aller à l'étranger, découvrir d'autres choses. Si tu veux, on va dire, c'est un peu. Enfin, pour moi, je vois ça en fait comme une frustration où j'ai quitté l'école et c'est un truc j'aurais kiffé faire, on va dire, faire l'université, faire des Erasmus, tous ces trucs-là. Bah, j'ai pas, on va dire, j'avais pas les diplômes ni les compétences et je me suis dit, bah, enfin, le jour où je peux vraiment, voilà, je pars voir autre chose, m'ouvrir l'esprit même pour mes enfants qui vivent autre chose. Et vraiment, c'est tous ces trucs-là qui ont fait ma décision, quoi. Ouais. Bon, en tout cas, c'est un parcours vraiment atypique que tu as et félicitations encore. Moi, je pense on va clôturer. Donc, en fait, je t'ai même pas donné d'intro. En fait, on est arrivé en balle, on a ouvert les micros et direct, on s'est lancé. Donc, moi, le but du podcast, c'est de redonner espoir aussi aux gens de se lancer dans quelque chose euh, en mettant en évidence le parcours et aussi bah, les difficultés qu'on a rencontrées aussi sur le chemin. Toi, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux gens qui décident, enfin, qui hésitent à se lancer dans un projet ou enfin, même départ à l'étranger, peu importe, quels seraient tes conseils? Bah, déjà, le conseil, pour moi, déjà, c'est juste, faut pas avoir peur, faut avoir confiance en soi. Je sais que c'est facile à dire, moins dur à le faire, mais voilà, quand je postule à mon premier job à l'étranger, je parle pas super bien anglais, j'ai pas d'accès, voilà, j'ai un anglais super bancal à ce temps-là, voilà, je bricole, donc voilà, je suis pas parfait, mais je le fais, je postule. Dans tout, en fait, faut pas attendre d'être prêt ou d'être voilà, super prêt ou avoir toutes les compétences qu'il faut. Si tu postules pour un job, n'attends pas de remplir toutes les cases du job. Tu vois, postule et on va voir. Ça se trouve, bah, je sais pas, quelque chose va se passer, on va te prendre. En vrai, enfin, on va dire, c'est l'histoire de ma vie, c'est que j'ai jamais été vraiment prêt pour quelque chose, mais moi, je suis un aventurier et j'aime bien tenter des choses vraiment où, voilà, où on m'attend pas, quoi. J'aime être où on m'attend pas, voilà. Je postule là, c'est pas un truc sur la fiche de poste, j'ai pas toutes ces compétences-là, mais j'essaye. Et voilà, j'aurai des feedbacks où je vais apprendre quelque chose. Donc, tentez vos projets. Au pire, si ça marche pas, bah,
vous serez pas mort, quoi. Si t'es pas mort à la fin, voilà, y a pas de souci. Tu tentes, tu apprendras toujours quelque chose, quoi. Voilà, j'ai eu plein d'échecs aussi, j'ai pas que des succès dans ce que je tente. Mais on va dire que tous ces trucs-là, ils font que j'ai toujours l'espoir, quoi. Donc, qu'on dit comme, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Donc, C'est ça. tentez et ne vous prenez pas la tête sur ces trucs-là. Top. Bah, super Mansour, merci encore d'avoir accepté l'invitation Merci encore et à toi. bah, bon courage à toi du coup pour la suite. Merci, à la prochaine.